Seb de Lorraine en disant que nous assistons à la fabrication du totalitarisme et nous faisons semblant de regarder ailleurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est complètement grave ce qui est en train de se passer. Et on regarde ailleurs parce que c'est une volonté de Donald Trump. C'est une stratégie qui a déjà été essayée de 2017 à 2021, qui est d'occuper le terrain médiatique, ce qui fait qu'on crée le narratif. Donc, les journaux, les médias n'ont pas le temps d'aller voir ailleurs parce qu'il y a tellement de choses à couvrir, hein. C'est pour ça que tous les jours, Donald Trump ouvre le bureau ovale à la presse et part dans quatre, cinq sujets polémiques d'un coup où il va dire, voilà, ce que je veux, c'est que le Canada devienne le 51e État. Ce que je veux, c'est contrôler les ressources de l'Ukraine. Ce que je veux, c'est que les Palestiniens quittent Gaza, etc., etc. Du coup, on ne traite pas le reste. Et alors là, les opposants politiques, à part quelques-uns, sont complètement perdus. D'autant plus que Donald Trump dispose, et c'est là où ça devient extrêmement dangereux, parce qu'aujourd'hui, il est en position de réussir ce qu'il n'a pas réussi en 2020, où il était encadré par les fameux adultes, où il a connu les limitations du pouvoir présidentiel américain, qui, encore heureux, pour pas que ça devienne justement une dictature, a des limitations. Mais aujourd'hui, il est entouré, de personnes qui ont décidé d'aller dans le sens de ce qu'est en train de faire Donald Trump, d'ailleurs, qui oriente aussi Donald Trump à aller dans ce sens-là, hein, des personnes comme Stephen Miller ou des personnes en coulisses comme Peter Thiel, qui considèrent que le modèle démocratique ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, et qu'il faut le remplacer. Et surtout, Donald Trump dispose de l'aide de Elon Musk. Et c'est une aide extrêmement importante qui lui a permis d'être élu. Ça, c'est une réalité, mais qui lui permet aujourd'hui d'être entièrement protégé. Ces derniers jours, avec la fin de l'année 2024 et la publication des comptes officiels, on a appris que finalement, l'effort financier de Elon Musk pour la campagne de Donald Trump, de manière officielle, hein, je ne vous parle pas de paiements qui sont passés inaperçus via des cryptos ou des paiements à d'autres PAC qui ont travaillé sur le terrain pour faire élire Donald Trump, mais de manière officielle, Elon Musk a investi 290 millions de dollars, 290 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump. Bah, la Et dernière fois, on parlait de 250 millions. Donc là, il a encore 40 millions minimum de plus de que ce plus, qu'on croyait. exactement. Tranquille. Et ce qu'on apprend dans les comptes officiels qui ont été publiés, et c'est le prix d'une victoire. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé à l'époque de cette fameuse pétition que Elon Musk avait créée et qui en fait permettait d'identifier ces fameux électeurs plutôt pro-Trump mais qui n'allaient pas voter d'habitude, d'accord. Et ce sont eux qui sont allés voter le 5 novembre et qui ont permis la victoire de Donald Trump. Au bout d'un moment, lorsque la pétition n'était pas suffisamment efficace, on se souvient que Elon Musk a lancé cette loterie de donner 1 million de dollars par jour à quelqu'un qui signait sa fameuse pétition, qui s'inscrivait sur les listes électorales. Il y a eu une tentative timide en Pennsylvanie de tenter de faire échapper ça, qui a pris tellement de temps, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens qui veulent suivre la procédure en disant, voilà, nous on respecte les règles, on va suivre la procédure judiciaire. De l'autre, vous avez des personnes qui abusent, Trump et Musk en sont un exemple, du système judiciaire pour gagner du temps.
Donc, à terme, lorsque c'est en Pennsylvanie, lorsque c'est enfin passé devant un tribunal, les inscriptions sur les listes électorales étaient fermées, donc c'était trop tard. Mais surtout, on a appris quoi? Et c'est un chiffre que je veux que vous gardiez en tête parce que c'est le prix de l'achat d'une élection que finalement, Elon Musk, au mois de novembre, a versé 50 millions de dollars en forme de prix pour acheter des électeurs. Hein, ces électeurs, ces milliers d'électeurs qui ont fait la différence en Pennsylvanie et dans d'autres États clés, comme le Nevada, c'est Elon Musk qui les a achetés. Hein, lorsqu'on regarde le détail de ces 290 millions de dollars versés pour permettre l'élection de Donald Trump, lorsqu'on enlève les frais de fonctionnement de sa PAC America, lorsqu'on enlève les investissements en publicité, les frais de transport de candidats, etc., on se rend compte qu'il y a 50 millions de dollars qui ont été versés directement à des électeurs pour qu'ils votent Donald Trump. C'est une nouvelle qui non seulement devrait occuper la une de tous les médias, mais qui devrait occuper les élus du Parti démocrate pour empêcher tout cela, et qui devrait occuper la justice parce que on vient de démontrer avec ce chiffre-là qu'il est possible d'acheter la Maison-Blanche. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Non, on a maintenant pas que la preuve, mais en plus, c'est ça la chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, Elon Musk est venu très tard avec son argent pour gagner cette élection. Ce n'est pas quelque chose qui était organisé depuis le début, du moins, quand on le sache. Elon Musk n'était pas là pendant l'été à mettre des dizaines de millions par mois pour permettre à la victoire. C'est vraiment, il est arrivé vers la fin. Il a investi donc quasiment 300 millions minimum qu'on voit maintenant dans ça, et le résultat, il est clair. Ouais. Non, c'est fou. Donc 150 millions d'achats de voix directement. 50 millions d'achats de voix. On estime que depuis le 5 novembre, Elon Musk a gagné, à titre personnel, hein, je ne parle pas de ses compagnies, a gagné 156 milliards. 156 milliards. Donc, hein, d'un côté, vous pouvez bien investir 290, mais moi, ce chiffre, lorsque je suis allé me promener sur les comptes officiels de campagne, lorsque j'ai vu ces 50 millions, j'en aurais pleuré de rage. C'est le prix de la démocratie américaine. Pour 50 millions, à cause de ce système de grands électeurs, hein, ça ne serait pas possible si on n'était pas dans ce système-là, à cause de systèmes de grands électeurs qui vous permettent d'isoler 5, 6, 7 États clés, vous pouvez acheter directement des électeurs pour qu'ils votent pour votre candidat. Et donc, Donald Trump a bénéficié le 5 novembre de cette aide financière de Musk, mais aujourd'hui continue d'agir, installe dans le silence sa dictature présidentielle parce que il y a la menace de Musk. Musk l'a déjà dit plusieurs fois, l'a déjà écrit sur Twitter. Si vous venez vous opposer à Donald Trump, et on va voir qu'aujourd'hui ça va encore plus loin, mais si vous venez vous opposer à Donald Trump, je vais utiliser ma fortune pour vous faire perdre votre prochaine élection. Non, cette menace-là a non seulement un effet sur les républicains, d'accord, avec des républicains qui n'osent pas s'opposer au nom de la démocratie à Donald Trump, mais ça a aussi un effet sur les démocrates. Ça a aussi un effet sur les démocrates. Je vais vous montrer un extrait de cette interview sur MSNBC où, en direct, la journaliste avoue
qu'elle n'arrive pas à avoir des démocrates qui sont prêts à venir sur les plateaux pour parler contre Elon Musk. Qu'il y a cette peur chez les démocrates de venir parler contre Elon Musk parce qu'ils savent que s'ils se positionnent contre Elon Musk utilisera sa fortune en publicité, en achat d'électeurs pour les faire battre aux prochaines élections. C'est une dictature par l'argent. On écoute immédiatement cet extrait de CNBC. It seems from the outside, at least, that the Democrats are still kind of licking their wounds from this last election, the results, trying to figure out how to put together a response. I will say it's been difficult for us at times to get Democrats to come on the program to talk about it. Yesterday, we were turned down by several senators to respond to any of these things. So it kind of seems as if you all are looking around trying to figure out what the response will be. Is that an accurate representation? You know, there's some real... Donc voilà, c'est extrêmement grave ce qu'on vient de voir, extrêmement grave. C'est une journaliste qui explique en direct qu'il n'arrive pas à avoir de démocrates qui viennent sur les plateaux parler, dénoncer ce que Elon Musk est en train de faire. Elle dit voilà, hier encore, on a contacté plusieurs sénateurs démocrates et ils ont refusé de venir à l'antenne par peur d'être visés par Donald Trump et par Elon Musk. Il y a quelques exceptions dans cette règle. Une des exceptions, et c'est pour ça, c'est une des raisons qui fait qu'elle méritait son emoji chez nous, c'est évidemment AOC qui, profitant de sa popularité à New York, profitant du fait qu'elle estime ne pas être dépendante de l'argent, utilise ces plateformes pour attaquer et moquer Elon Musk. On va regarder un premier extrait, on en a deux, parce que évidemment, ces moments étant tellement rares, nous devons ici, en tant que sentinelle et en tant que vaguelette, étoile dans la nuit, nous devons de les mettre en avant. On va écouter AOC contre Elon Musk. This dude is probably one of the most unintelligent billionaires I have ever met or seen or witnessed. Which, you know, you can probably even glean that from watching these people on TV. Anyways, all of that is to say is that they don't do their homework. Clearly, like, they're putting 19-year-olds in at the Treasury. This dude is not smart. And the danger in the lack of intelligence and the lack of expertise. Donc voilà, donc c'est une des attaques. Et puis, elle est allée encore plus précise en rappelant quelque chose que l'on doit garder en tête, et on en reparlera dans une émission, le parcours d'Elon Musk avant d'arriver aux États-Unis, parcours de sa famille, en Afrique du Sud. Et elle choisit cette formule qui est d'une force absolue de dire que on peut toujours sortir quelqu'un, a boy, donc un gars, de l'apartheid, mais on ne peut pas sortir l'apartheid qui est en lui. Et donc, elle vise directement Musk. On écoute AOC. Elon Musk, you know, maybe you can take the boy out of apartheid, but you can't take apartheid out of the boy, apparently. He's out here doing Nazi salutes, so whatever. But in addition... Donc voilà, donc AOC est aujourd'hui une des rares voix. On va parler tout à l'heure, on verra, on écoutera Chris Murphy, qui est un autre. J'ai plusieurs vidéos, pas aujourd'hui, mais j'ai plusieurs vidéos d'intervention de Chris Murphy. Je vous invite à aller suivre son compte. Il fait partie des rares démocrates qui, au quotidien, s'opposent à Elon Musk et sa tentative de prendre le contrôle des États-Unis. Et ce qui s'est passé ce week-end avec Elon Musk est pour moi la preuve absolue de ce changement de régime en cours,
comme nous le disait tout à l'heure Maître Eolas, de cette réussite de coup d'État, de ce glissement vers une dictature présidentielle. Pour celles et ceux qui étaient avec nous en octobre 2023, lorsque nous avons fait la première émission sur le projet Project 25, lorsque personne, y compris les démocrates, encore une fois, en parlait, c'était ma conclusion. J'avais vraiment beaucoup hésité à partir dans ce territoire parce que je ne voulais pas faire du clickbait en disant voilà, on accuse Trump encore une fois d'être la réincarnation d'un dictateur, etc., etc. Et je vous avais expliqué, après avoir analysé le Project 2025, comment il donnait les clés à Donald Trump pour devenir ce dictateur dans un régime de dictature présidentielle et qui posait évidemment des questions sur sa volonté ensuite de quitter la présidence. C'est un problème auquel on va faire face d'ici certaines années. Et donc, c'est ce qui s'est passé du côté de Elon Musk ce week-end. Je vous en parle tout de suite après. Voilà, nous revoilà. Merci à Pierre Fabien. Merci pour ton soutien. Tu as eu la réponse. Est-ce que les démocrates s'organisent ? Difficilement. Il ne se passe pas grand-chose à leur niveau. Non, il ne se passe pas grand-chose. Et certains refusent d'agir par la peur. C'est la première fois que je vois une journaliste qui ose en parler. Ouais, non, mais c'est super important. Et sincèrement, c'est pas qu'on le voyait venir, mais à un moment ou un autre, il faut se dire s'il arrive à mettre tellement de pression sur les républicains, pourquoi pas sur les démocrates non plus. Ouais, et on arrive dans une période extrêmement trouble de l'histoire des États-Unis. Je suis assez curieux de voir comment et si les élections de midterm vont se passer. Je suis assez curieux de ça. Ouais. Je ne sais pas si je dois être optimiste ou craindre à ce moment-là, mais c'est vrai, ça va déterminer beaucoup de choses pour l'avenir du pays. Ouais, donc évidemment, avant d'arriver à la présidentielle de 2028, je vous rappelle, on doit passer par cette étape l'année prochaine et je ne sais pas si on va y passer. Je ne sais pas et je suis assez curieux de voir comment ça va se dérouler. Et donc, pendant que Donald Trump agitait devant nos yeux ces fameux tarifs contre le Canada et contre le Mexique, ces menaces contre Panama et ces menaces d'ailleurs, on n'en a même pas parlé, contre l'Afrique du Sud. Tous les jours, il y a des nouvelles qui apparaissent. On ne sait pas d'où ça vient. Donc là, l'Afrique du Sud, on se doute. Donc c'était des menaces contre le gouvernement, le président en poste du côté de l'Afrique du Sud, qui a fait passer des nouvelles lois qui passaient de manière démocratique en Afrique du Sud, des nouvelles lois de saisie possible de territoire. Et évidemment, du côté de Elon Musk et ses alliés, on n'est pas content avec ça. Et donc, Donald Trump est rentré dans le débat de choix politiques intérieurs de l'Afrique du Sud. Donc, pendant que Donald Trump faisait tout ça, on nettoyait le département de la justice, qui, entre nous, le département de la justice doit aussi enquêter sur le genre d'excès dont on va parler maintenant, et donc, finalement, ne le fera jamais parce que soit les personnes qui auraient pu le faire ont été virées, ou soit les personnes qui arrivent sont uniquement favorables à Donald Trump. Donc on nettoyait, comme je vous ai raconté, et entre autres grâce à Ed Martin, gardez le nom en tête, on nettoyait le FBI, et de l'autre, on envoyait, en profitant du week-end, le fait qu'il n'y avait pas d'employés
au niveau fédéral sur place, ont envoyé Elon Musk et ses troupes, on va en parler de fidèles, dans une mission accordée à Doge. Et là, on va faire une petite parenthèse sur Doge et combien les médias ont une responsabilité. Les médias américains, les experts de plateau, de partout, ils parlent de Doge comme si c'était une entité qui existait. Officiel, avec du pouvoir, depuis longtemps. Oui, alors que Doge n'existe pas. Ce n'est pas un département officiel. C'est un groupe complètement rogue qui est placé sous le pouvoir de Elon Musk. Avec aucune autorité. Avec aucune autorité, avec aucun employé qui ont été validés par le Sénat, comme ça devrait être l'usage. Hein. Donc là, ce n'est pas le cas. Et pourquoi j'en veux aux médias? Parce que 9 articles sur 10 ou 9 interventions sur 10 dans les médias lorsqu'on parle de Doge, on est dit Doge, the department, donc on nous présente Doge comme si c'était quelque chose qui existait et qui avait un pouvoir légal. Tout ce qu'a fait Elon Musk ce week-end, avec l'accord, la bénédiction de Donald Trump, a été fait de manière illégale. Tout ce qui s'est passé a été fait de manière illégale parce que Doge n'a aucune légalité. Doge n'existe pas si ce n'est pas pour les déclarations de Donald Trump, si ce n'est pas pour un compte sur X. Hein, c'est comme si vous inventiez sur X le ministère de je ne sais pas quoi et vous dites non mais regardez, on a un compte sur X. Le président, bah ouais, ils existent, ils ont un compte sur... Non, légalement, ils n'existent pas. Et les médias ne le rappellent jamais et au contraire font comme si c'était une branche du gouvernement américain. Et ça me rend fou. Ça me rend complètement fou. Et donc ce week-end, profitant du fait que les fonctionnaires étaient en week-end, c'est pas moi qui l'invente, c'est Musk lui-même qui l'a écrit sur X, hein, qu'il savait que les bureaux étaient vides à ce moment-là. Et donc, c'est le moment où on a fait un coup d'État du côté de Musk. On s'est attaqué à plusieurs branches légales, pour le coup, du département, de l'administration américaine. Il y a eu d'abord, à partir de vendredi, un coup de force pour prendre le contrôle du Trésor américain, Treasury. Ce n'est pas simplement les impôts, ce sont les impôts, mais c'est aussi là que sont regroupés les salaires de tous ces fonctionnaires. On estime que l'enveloppe globale d'argent qui transite par le département du Trésor, c'est 6 trillions. Un trillion en français, c'est un millier, je l'ai noté pour ne pas me tromper, un millier de milliards. Ouais, non, c'est 1 millier de milliards. Et donc, de manière complètement illégale, Elon Musk a pris le contrôle du département du Trésor, des informations qui sont disponibles et de l'argent. Vous allez voir, c'est la clé de la démonstration, de l'argent. Mais lorsque je vous parle d'informations disponibles, vous avez aujourd'hui Elon Musk et les personnes qui travaillent pour lui qui sont en possession de la totalité des numéros de Social Security des Américains. Le numéro de Social Security, ce n'est pas sécurité sociale comme en France, c'est votre identité fiscale. C'est le numéro que vous passez à votre employeur
pour que vous soyez enregistré, pour qu'il vous verse votre salaire. C'est le numéro qui permet de prendre des crédits. C'est le numéro qui vous permet d'ouvrir un compte bancaire. Sans Social Security, aux États-Unis, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, ces informations-là sont sous le contrôle de Elon Musk. Quand on va plus loin, et je pense que Thomas, je t'avais mis peut-être quelques papiers dans ce sens-là. Non, attends, peut-être pas, peut-être j'ai oublié, mais bon, c'est pas très grave. Dans les informations que contrôle aujourd'hui Elon Musk, mais encore une fois, le plus important, c'est l'argent, on va y revenir là-dessus. Dans les informations que contrôle Elon Musk, il y a aussi, on l'a appris, les dossiers de santé de tous les fonctionnaires américains. Donc, il a accès à des informations qui d'habitude sont protégées par une loi du secret médical. Il a accès. Pourquoi ? Il a accès à ce genre d'informations. Donc, il y a eu le tournant vers le département du Trésor, l'installation, imaginez, si vous avez suivi la politique américaine en 2016, vous vous souvenez, vous l'avez entendu, le scandale, but her emails, les emails de Hillary Clinton qu'on a accusé d'utiliser, alors qu'elle était au département d'État, d'avoir utilisé un serveur personnel pour certaines de ses communications. On a appris hier, par des indiscrétions, que Elon Musk avait fait installer son propre serveur, un serveur privé, pour aspirer toutes les informations disponibles dans les bases de données du Trésor américain. Elon Musk, on ne parle plus d'emails envoyés en utilisant un serveur, on parle de l'utilisation d'un serveur privé non approuvé pour pirater de manière légale, même si c'est illégal. Il agit sous l'autorité de Donald Trump. Donald Trump qui n'a pas cette autorité, on va y revenir, pour récupérer toutes ces informations-là. Et en parallèle à ce qui s'est passé au Trésor, donc au département ministère des Finances, si vous voulez, ouais, en France, ça serait le ministère des Finances, il y a eu ce raid, toujours par les mêmes personnes, toujours sous l'autorité de Elon Musk, de ce qu'on appelle USAID. USAID, c'est le financement de tous les programmes d'aide dans de nombreux pays. On vous en a parlé de ces programmes d'aide. Par exemple, comment on est venu regarder notre dernière émission à inventer que Biden allait envoyer via USAID 50 millions de dollars en préservatifs à Hamas, qui a en plus de ça trouvé une manière de les transformer en bombes. Aujourd'hui, Donald Trump est revenu là-dessus pour justifier ce qu'est en train de faire Elon Musk en expliquant que ce n'était pas 50, mais c'était 100 millions. 100 millions désormais de capote, 100 millions de dollars en capote envoyés à Hamas. Et tout ça, ça ne se passera pas grâce à l'intervention d'Elon Musk. Et c'est là qu'on revient, Thomas, à ce que tu disais au début sur la... j'aurais plus c'était dans quel cadre, mais lorsqu'on parlait des tarifs douaniers, sur la justification pour le public. Ouais, alors, ce que tu disais que, en fait, il y a toute une problématique qui fait que on passe la situation comme si c'était un moment de guerre où c'est nous ensemble contre le reste du monde. Exactement. Pourquoi aujourd'hui Elon Musk s'attaque à USAID?
Un, parce que c'est une manne financière extrêmement importante. On va y revenir. Deux, parce que ça justifie aux yeux du grand public tout le reste. Vous vous en souvenez, pendant les 4 ans d'opposition à Joe Biden, à chaque fois que les Américains, le Congrès américain votait un plan d'aide pour l'Ukraine, la première chose que les républicains, on se rappelle entre autres Marjorie Taylor Greene, expliquaient, c'était que c'est un scandale d'envoyer cet argent en dehors du pays alors qu'il y a de la misère aux États-Unis et que ça serait mieux d'être utilisé, c'était mieux d'être utilisé sur le territoire américain. Il y a depuis 2 jours, pour justifier les quelques moments où on parle de ce qu'est en train de faire Elon Musk au niveau de USAID, il y a cette même justification de dire « mais vous comprenez, cet argent, c'est de la gabégie, c'est de l'argent qui est gaspillé vers d'autres nations. Grâce à Elon Musk, cet argent va être réutilisé vers les États-Unis. » C'est vraiment la manière de justifier ce qui est en train de se passer. Et en disant, c'est exactement pour ça qu'on a créé Doge, c'est parce qu'on vous le dit depuis le début, il y a des milliards, voire des milliers de milliards de dollars qui partent en Afrique, à droite, à gauche, pour des cas complètement fous et de gauchistes et tout le reste. Et donc, je vais venir nettoyer tout ça pour pas que votre argent aille là-bas. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit depuis le début. Et USAID, surtout, on va parler en détail qu'est-ce qu'ils font vraiment à tout ça, mais vu de l'extérieur, présenté de cette manière, on dit, il y a ce côté raciste aussi, voilà, c'est des milliards de dollars qui vont dans des pays africains et c'est un gaspillage complet. Exactement. Alors que derrière ça, je vais vous raconter, il y a d'autres choses. Mais Thomas vient de vous parler de Doge. Et donc, pour vous montrer le côté complètement illégal de ce qui est en train de se dérouler, encore une fois, Doge n'existe pas. Elon Musk n'a aucun mandat officiel. Elon Musk n'est pas passé devant le Congrès, il n'a pas été validé par le Sénat. Les personnes qui agissent pour lui, qui viennent débrancher certains programmes, qui viennent pirater certaines informations et voler ces informations pour Elon Musk, ce sont des jeunes fidèles. Il y a Wired qui est allé au cœur de ces personnes-là, qui a réussi à en identifier, entre autres 6 d'entre eux qui ont entre 19 et 24 ans. Aujourd'hui, ce sont ces 6 ingénieurs, dont un qui est encore au collège, 2 autres qui sont des drop-out et qui vouent une fidélité aveugle à Elon Musk, sont en charge sur le terrain de cette opération. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on se rend compte que 2 d'entre eux travaille pour Peter Thiel, qui a exprimé de manière très claire son opposition à la démocratie américaine. Et ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, viennent piller les secrets du ministère des Finances américain et ont accès à ces 6 000 milliards de dollars. Évidemment, les révélations, évidemment. On pourrait tellement dire de choses, l'ami. Le nombre de catastrophes potentielles qu'il y a, même si on enlève le côté Elon Musk et on se dit, je sais c'est naïf, mais on se dit, non, le gars vraiment, il est bien, il veut du bien pour le pays, il n'y a rien de mal avec lui, on ignore tout ce qu'il y a avec la Chine, la Russie et tout ça. De dire que voilà, il y a 6 jeunes entre 19 et 24 ans qui n'ont aucune expérience, aucune formation, tout ça. Comment est-ce que c'est facile pour un autre pays, pour un groupe qui veut du mal à ce pays, qui voudrait ces informations, mais c'est en cadeau, quoi.
C'est Ouais, dans un film, tu écris ça dans un film, mais c'est n'importe quoi, tu peux pas avoir. Non. Non. Il faut savoir que le département des finances est un des départements un des ministères les plus attaqués sous forme de cyber-attaque. Et que donc, pour avoir accès à ces informations-là, tout ce qui est protection autour de ces données sensibles concernant tout, hein, ça te concerne, ça me concerne, tous les citoyens américains, bah, il a fallu enlever ces protections. Et que donc, aujourd'hui, le système américain est vulnérable. On va faire une toute petite parenthèse qui est en fait une petite breaking news à l'instant publiée par, je vous en parlais tout à l'heure, on l'a vu, Scott McFarlane, donc qui suit. Hein, c'est un des rares à suivre ce qui s'est passé ce week-end au niveau du FBI et qui donc vient de confirmer, c'est extrêmement grave, hein, il vient de confirmer que le FBI a, conformément aux instructions du département de la justice, du DOJ, a donné tous les noms des agents qui ont travaillé sur les enquêtes liées au 6 janvier. Donc voilà, Donald Trump, via ses fidèles, dispose désormais de tous les noms des agents qui ont travaillé sur le 6 janvier. Libre à lui maintenant de les virer ou de les mettre sous pression. C'est officiel. C'est officiel. Je vous en parlais il y a quelques minutes. C'est désormais le cas. Nous assistons, hein, loin des caméras, à un glissement vers la fin de la démocratie américaine. On va revenir, besoin de prendre un petit peu de thé, on va revenir dans quelques instants sur Elon Musk et pourquoi, dans la réalité, il est en train de se passer ce qui est en train de se passer ce week-end. À tout de suite. Voilà, nous revoilà. Merci d'être là. Merci également à Isabelle. Salut Isabelle. Merci beaucoup pour la cagnotte des étoiles dans la nuit. Merci, merci Isabelle. Merci à Marie-Laetitia. Petite vaguelette dans ce marasme. Ouais, tout à l'heure, très bientôt, je vais vous parler de deux mouvements de vaguelettes qui sont extrêmement importants. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. On revient à Elon Musk et donc à ses interventions de Doge pendant ce week-end et le fait que nous assistons à une crise constitutionnelle. Nous avons actuellement, depuis vendredi, avec la bénédiction de Donald Trump, un organisme qui n'existe pas, mené par un homme qui n'est ni élu et qui n'a pas ce pouvoir-là, qui n'a pas été validé, qui n'a pas de background, où il n'y a pas un background check qui a été fait, qui utilise des jeunes employés entre 19 et 24 ans pour faire son travail-là, qui est en train d'agir sur le cœur de la politique américaine, le cœur de la démocratie américaine. Justement, en termes de crise constitutionnelle, tout à l'heure, je vous parlais, on a vu à AOC, je vous ai parlé d'un autre démocrate. Hein, il faut les mettre en avant, les rares qui osent parler contre Elon Musk. On va écouter Chris Murphy qui, justement, mettait donc, devant USAID
il y a eu un groupement de certains élus américains et donc devant USAID expliquer qu'on assistait à une véritable crise constitutionnelle aux États-Unis. Vous allez voir, ça va encore plus loin qu'une simple crise constitutionnelle. So we will use every power that we have in our disposal in the United States Senate. My colleagues will do the same thing in the House. This is a constitutional crisis that we are in today. Let's call it what it is. The people get to decide how we defend the United States of America. The people get to decide how their taxpayer money is spent. Elon Musk does not get to decide. We are weaker today than we were yesterday. China sees that, Russia sees that, and they will take advantage. Our job and your job together is to raise our voices, raise the alarm, so that this crisis, this emboldening of our enemies, doesn't last a second longer than it has to. Thank you, everybody. En crise constitutionnelle, c'est plus que ça. On va en parler, c'est plus que ça, mais je veux terminer sur Doge, sur ces 6 jeunes de Doge, parce que cette affaire-là ouvre une autre brèche contre la démocratie et la liberté d'expression et le travail de journalisme et quelque part ce qu'on est en train de faire. Wired, je vous l'ai montré, le magazine a été le premier à dévoiler l'identité de ces 6 jeunes ingénieurs aux ordres absolus de Elon Musk et de Peter Thiel, qui ont donc piraté ces bases de données et qui donc maintenant ont accès à ces 6 000 milliards de dollars. Il y a eu, parfois dans l'excès, comme savent l'être les réseaux sociaux, en commentant sur l'identité de ces personnes et en partageant les photos, des fois en doxant certains d'entre eux. Il y a eu tout ça pendant ce week-end et ça n'a pas échappé à Elon Musk qui a expliqué, on l'a vu poster en dessous de certains comptes, donc attirer l'attention que ces personnes-là venaient de commettre un crime. Venaient de commettre un crime. Vous avez commis un crime. On se demande qu'est-ce que Elon Musk veut dire par commettre un crime, et c'est à ce moment-là qu'il faut revenir sur un personnage dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui est Ed Martin. Ed Martin, procureur, je vous rappelle, procureur des États-Unis à Washington. Lorsque Elon Musk commence à se plaindre que l'identité des personnes qui travaillent pour lui et qui de manière illégale prennent accès du département du Trésor, donc du ministère des Finances, Ed Martin envoie une lettre immédiatement à Musk pour protéger Doge. On va voir la lettre envoyée par Ed Martin. Donc, on est le 1er février. Le 3, donc ça, c'était lundi, excuse-moi. C'était hier. Ouais, c'était lundi. Ouais. On est le 3 février. Donc, cher Elon, on le voit écrit à la main pour que ça soit, pour montrer que c'est vraiment lui. Et donc, déjà, il y a un jugement de Martin qui dit qu'il estime que Doge a fait, son équipe a fait de bon travail. Et Ed Martin reconnaît que certains membres sont visés. Qu'est-ce que ça veut dire, visés publiquement? Mais bon, en tout cas, sont visés publiquement. Et donc, il explique, sans les préciser parce qu'on peut toujours les chercher, que les menaces, les confrontations et d'autres actions qui auraient un impact
sur leur travail peuvent aller contre certaines lois. C'est absolument pas détaillé. Et donc, il garantit à Elon Musk qu'il peut compter sur lui pour exercer la loi, pour protéger les membres de Doge. On va voir, ça va plus loin parce que au-delà de cette lettre-là signée donc par Edward Martin, donc Ed Martin, il y a même publication d'un tweet officiel. Là, de toute façon, la lettre était déjà officielle, mais regardez sur le compte officiel de US Attorney DC, qui va être évidemment repost par Elon Musk, qui met en avant le fait que les procureurs sont en train de se préparer et que le FBI a été réquisitionné pour agir rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce message-là? De quoi on est en train de parler? On parle de manière complètement ouverte de l'arrestation de personnes, que ce soit les gardes de la sécurité qui ont tenté de s'opposer à Elon Musk et à ses employés de rentrer dans les bureaux, Ouais. ou que cela soit les journalistes et les personnes sur les réseaux sociaux qui partagent l'identité de Doge. On est en train de parler de leur arrestation. On est en train de parler ouvertement d'arrêter les opposants à Donald Trump et les opposants à Elon Musk. Ouais, de leur envoyer l'FBI. C'est extrêmement, extrêmement grave. Utiliser le FBI comme une police privée pour Doge, pour Elon Musk. Et cette déclaration de Ed Martin, donc je vous ai expliqué tout à l'heure qui était Ed Martin, d'où il vient et son rôle aujourd'hui, évidemment, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et sur X, pendant qu'on parle des tarifs ou à l'instant des déclarations de Donald Trump qui souhaite que Gaza soit évacué de manière permanente, pendant qu'on parle de tout ça, sur X, les fidèles d'Elon Musk partent à la chasse de comptes qui pourraient enfreindre ces fameuses lois pour les dénoncer à Ed Martin. Je vais vous montrer un exemple de tweet. Donc ça c'était donc le You have committed a crime. On va aller cette dénonciation. Il arrive tout de suite. Ce qu'on trouve sur X. Non, c'est dénonciation, Thomas. Voilà. Donc, vous avez une personne, Will Stansil, qui détaille l'article de Wired, qui détaille l'identité de ces jeunes employés de Musk. Là-dessus, le tweet est isolé par un pro-Musk qui va référer l'adresse de Ed Martin, on l'a vu tout à l'heure, la Eagle Ed Martin, en disant « Regardez, c'est une personne qui est en train de menacer Elon Musk ». Et réponse directe de Ed Martin, procureur fédéral des États-Unis à DC, merci, c'est noté. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et oui, Bruno, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Nous en sommes à l'appel à la délation, à l'appel à l'arrestation, aux menaces et aux menaces faites par le sommet du pouvoir. C'est un glissement, c'est un pas
supplémentaire dans ce glissement vers la démocratie. Et d'ailleurs, quand on regarde l'ensemble, le résumé de tout ce qui s'est passé ce week-end, on va avoir, Thomas va vous le mettre, vous allez voir que rien n'est légal dans ce qui est en train de se passer. C'est un résumé de ce week-end pendant que tout le monde était concentré sur ce qui se passait par rapport au Canada et par rapport au Mexique. Donc voilà, vous avez les confirmations Reuters que ces jeunes employés de Musk ont viré du système les employés pour eux en prendre le contrôle des ordinateurs, etc. etc. L'AFP, que donc Musk a désormais pris le contrôle des paiements du US Treasury, donc du ministère des Finances. 6 000 milliards de dollars. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Je vous le dis tout de suite après. Pourquoi tout ça? On va retourner en 2017 et la dure apprentissage du pouvoir par Donald Trump. Donald Trump est un ancien CEO, donc un PDG, qui a tout pouvoir, y compris pour... d'ailleurs, il a été rattrapé par la justice parce qu'il utilisait ce pouvoir pour plusieurs fraudes, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'il a tout pouvoir. Dans son univers à lui, c'est comme ça que il fonctionne, comme il a toujours fonctionné. Il prend des décisions et les gens qui travaillent pour lui exécutent la décision. Et lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche en 2017, ils se rendent compte que la présidence des États-Unis, ce n'est pas la présidence de la Trump Org. Et qu'il y a tout un système pour protéger la démocratie américaine, un système de contrôle qu'on appelle le check and balances, qui permet de limiter le pouvoir présidentiel. Et ça, c'est une révélation et une source documentée de frustration et de colère pour Donald Trump. Il se rend compte, par exemple, que le pouvoir du président est limité par le pouvoir qui est donné au Congrès. La présidence, c'est l'exécutif. Le législatif, c'est le Congrès. Ça veut dire quoi, le législatif, c'est le Congrès? Ça veut dire que c'est le Congrès qui passe les lois. C'est pas le président et ses executive orders. Les executive orders sont des décrets dont certains vont rester, d'autres ne vont pas rester parce qu'ils ont vocation soit à devenir une loi, soit ils sont illégaux et les cours, y compris la Cour suprême, les annulent. Donc il se rend compte que c'est le Congrès qui décide les lois et surtout le Congrès, et c'est garanti par le premier chapitre, le premier texte de la Constitution, le premier article, excusez-moi. Le premier article de la Constitution donne un pouvoir énorme au Congrès, ce qu'on appelle « the power of the purse », qui est le pouvoir du porte-monnaie. C'est-à-dire que les fonds des États-Unis, l'argent public américain, les investissements, la distribution de l'argent, l'argent étant le cœur de le nerf de la guerre, le cœur de
le cœur de ce qui s'est passé ce week-end, c'est le Congrès et non pas le président qui décide ça. Et ça, c'est la plus grande frustration de Donald Trump, qui se rend compte qu'il ne peut pas appliquer ses choix politiques. Tiens, on va construire un mur, par exemple, sans passer par le Congrès, qui décide de se dire oui, on va dans cette direction, on passe une loi, il y a un débat sur cette loi d'abord, on propose une loi, il y a un débat, il y a un vote, la loi passe et il y a de l'argent qui est attaché à cette loi. Le président des États-Unis ne dispose pas de ce pouvoir-là. C'est check and balances, c'est pour éviter, ce sont les pères fondateurs, pour éviter que le président des États-Unis devienne un roi. Et ça, Donald Trump en a souffert et en a gardé en tête. Et la réalité, lorsqu'on analyse ce qui se passe en coulisses depuis ces 2 dernières semaines, c'est une tentative de détruire ce pouvoir du Congrès, de donner, parce qu'il ne l'a jamais eu, de donner pour la première fois au président des États-Unis le pouvoir de l'argent, de l'enlever du Congrès, de l'enlever du peuple et de le donner à Donald Trump. La prise de contrôle du budget de USAID, non seulement ça permet de dire « regardez l'argent qu'on gaspille ailleurs » et ça justifie tout ce qui est en train de se passer, mais surtout, ça veut dire que cet argent tombe désormais, de l'argent qui a été voté par le Congrès, pour être attaché à des programmes spécifiques. Là, d'un coup, il tombe sous le contrôle de Elon Musk et donc sous le contrôle de Donald Trump. On regarde maintenant ce qui se passe au niveau du ministère des Finances. Depuis ce week-end, Donald Trump est le premier président des États-Unis à disposer directement, sans contrôle du Congrès des États-Unis, de disposer de 6 000 milliards de dollars. Et on s'en cache à peine du côté de Donald Trump que c'est en train de se passer. La preuve, hier, il a expliqué qu'il allait lancer sous 90 jours un fonds souverain d'investissement. Un fonds souverain d'investissement, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les pays des Moyen-Orient. C'est lorsque vous avez un surplus financier. Les États-Unis n'ont pas de surplus financier. Ils ont un déficit. Donc l'idée, c'est lorsque vous avez un surplus financier, c'est que vous prenez ce surplus financier pour aller faire des investissements dans les pays de votre choix. Encore une fois, sous le pouvoir, sous la supervision du Congrès. Là, les États-Unis ont un déficit. Et donc, ce que souhaite Donald Trump, c'est d'avoir à disposition ces milliards de dollars pour les investir sans contrôle du Congrès vers des pays, des lois, des programmes qu'il souhaite. Lorsque, par exemple, il va mettre d'ici quelques mois, on n'est pas loin de projet 2025, lorsque il va mettre d'ici quelques mois un programme polémique pour, par exemple, revenir en question sur des droits américains, financer une armée intérieure, par exemple, le Congrès ne pourra plus rien y faire parce que Donald Trump disposera du pouvoir de l'argent. Ce que fait Elon Musk depuis vendredi, c'est exactement ça. Sous le nom, l'excuse de la gabegie de l'État, de la dette des États-Unis,
de l'aide vers des pays qui n'en ont pas besoin, de programmes woke, de programmes gauchistes, en réalité, on reprend le contrôle de milliards, de milliers de milliards de dollars pour donner ce pouvoir à Donald Trump dans l'esprit contraire du premier article de la Constitution des États-Unis, un article qui avait été écrit pour éviter que les États-Unis deviennent une forme de dictature. Donald Trump, qui nettoie et qui fait nettoyer le département de la justice, et les autres administrations vont suivre, et lorsque les administrations ne suivent pas, comme le département de l'éducation par exemple, on le supprime. Donald Trump devrait, d'après NBC, signer dans les prochaines heures ou dans les prochains jours un décret pour supprimer le ministère de l'Éducation, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à en prendre le contrôle, donc on le supprime. Donc on prend le contrôle du département de la justice, on prend le contrôle de l'argent, on a le contrôle, c'est l'exécutif de l'armée, c'est le chef de l'état-major, on a le contrôle des États-Unis complet, sans partage, sans même la nécessité de se représenter devant les électeurs. Et c'est ce que sont en train de faire Donald Trump et Elon Musk contre l'Amérique.